Bonjour mes très chers amis, je rentre d'Ukraine et autant vous dire que le retour est difficile. Il est difficile car j'ai vécu une aventure humaine énorme. Une aventure humaine qui a été, dont le socle a été l'amitié, a été l'amour, a été le respect, a été un pays qui se bat malgré tout et un pays qui vit malgré tout. J'avais créé un pins de l'amitié franco-ukrainienne et ce pins, je m'en suis servi un peu comme prétexte pour rentrer en contact avec des soldats ukrainiens. Ils ont beaucoup apprécié ce geste et par ailleurs, certains ont souhaité prendre le temps de discuter avec moi. On s'est assis sur un banc ou simplement nous sommes restés debout. Et ces soldats sur le front m'ont montré des images de l'enfer qu'ils vivent au quotidien. Cet enfer des batailles, cet enfer de la vie dans la tranchée, cet enfer des bombardements constants. J'ai également pu échanger avec des civils qui, eux aussi, n'étaient pas forcément des villes où j'étais, c'est-à-dire Lviv ou Khmelnytski, qui étaient des réfugiés dits de l'intérieur. J'ai eu des témoignages de personnes venant de Dnipro, de Zaporizhzhia, de Kharkiv. Les Russes sont effectivement des génocidaires. Les Russes font tout pour détruire la population. Des soldats m'ont aussi confié avoir vu l'horreur de cette chasse qui est faite par la Russie sur les civils à Kherson, où ils utilisent des drones et dès qu'ils voient un civil, ils tapent et ils tuent. Ce phénomène commence également à se faire du côté de Zaporizhzhia. Autre fait, c'est que je suis allée voir, je suis allée à la rencontre de ces soldats disparus en allant visiter le cimetière, le champ de Mars de Lviv. Il est malheureusement digne de nos cimetières de la guerre 14-18. À cette occasion, j'ai parlé à des veuves qui ont accepté de parler et d'échanger avec moi. Je suis allée vers elles. Je me souviens d'une jeune femme de 27 ans qui venait de perdre son conjoint et qui a décidé, parce qu'elle fait des études de psychologie, d'aider les veuves à passer le cap de ce deuil. J'ai pu discuter avec elle, une femme formidable. Nous avons pleuré ensemble. Je l'ai prise dans mes bras. Son compagnon n'avait que 25 ans quand il est décédé, du moins son mari. J'ai échangé également avec une autre veuve dont le mari était militaire engagé, mais dans le corps médical. Sur le front, il a laissé sa vie pour sauver un autre de ses frères d'armes. Ces femmes attendent qu'une chose, c'est la fin de la guerre, mais pas à n'importe quel prix. Ces femmes m'ont dit que le sacrifice de leur mari ne devait surtout pas être méconnu, qu'elles étaient touchées de voir que une Française viennent vers elles et discutent et s'intéressent à ce qui se passe en Ukraine. Par ailleurs, ces femmes m'ont dit qu'il est hors de question de laisser un bout de territoire parce que leurs maris ne sont pas morts pour cela. J'ai pu avoir aussi beaucoup de compassion, mais surtout beaucoup de chagrin, de tristesse, parce que parmi mes amis qui étaient là, certains avaient des amis dans ce cimetière. Je suis encore émue, donc vous étonnez pas si parfois il y a encore de l'hésitation. J'ai pris le train. Je suis allée à Khmelnytski depuis Lviv, et là, dans le train, j'ai rencontré un cardiologue
Et ce cardiologue m'a dit qu'il y avait une augmentation, bien évidemment, des attaques cardiaques en Ukraine, pas seulement sur les personnes âgées, mais aussi sur les jeunes et sur les personnes d'âge intermédiaire. Cette guerre, je l'ai sentie dès mon arrivée. À la sortie de l'hôtel, la première des choses que j'ai vues, c'est un convoi mortuaire de frères d'armes qui accompagnaient leurs frères d'armes décédés. Ça a été aussi la dernière chose que j'ai vue de l'Ukraine. Le soir, le dernier soir, pareil, un même convoi. Les gens se mettent à genoux, les gens s'arrêtent. À 9 h aussi, les gens s'arrêtent pour commémorer les héros qui sont tombés dans cette guerre. À Khmelnytsky, donc, quand je suis arrivée, j'ai été toujours aussi bien accueillie par mes amis. Là-bas, j'ai pu rencontrer une équipe qui fait des filets de camouflage. Et ces filets de camouflage, je lui ai participé également. Je n'ai pas voulu venir en tant que touriste. Je voulais pouvoir témoigner et être utile. Donc, en faisant, veuillez m'excuser, c'est mon chat. En faisant ces filets avec ces femmes, j'ai pu discuter. On sent une fatigue de cette guerre, mais elles aussi ont cette même réaction. Nos hommes, nos jeunes ne sont pas morts pour rien. Il est hors de question que nous laissions un bout de terrain aux Russes. Ça fait longtemps que je vous dis que c'est ce que pense le peuple russe. Le peuple ukrainien. Je suis vraiment déphasée parfois. Il est hors de question pour ces personnes de laisser quoi que ce soit à la Russie. Autre chose importante aussi, c'est stèles commémoratives un peu partout. Alors vous avez des stèles de commémoration de personnes qui sont décédées. D'autres sont des rotondes où vous avez des noms, ou des panneaux où vous avez des noms de soldats avec leur pseudo ainsi que leur date de naissance. Et ceux-là, ils manquent à l'appel. Ils sont soit décédés, soit prisonniers chez les Russes, mais quoi qu'il en soit, ils sont nombreux. Dans la ville de Khmelnytsky, où j'ai été, il manquait 300 personnes. 300 personnes, c'est énorme. À Lviv, vous voyez des chœurs, et ces chœurs, c'est pas des chœurs d'amour, avec des cadenas d'amour, non, ce sont des chœurs où on voit des colombes avec, là aussi, le nom de personnes, leur pseudo et leur date de naissance. Ce sont des chœurs, les chœurs vaillants qui espèrent que on retrouvera la personne qui manque dans le foyer. J'ai également donc pu échanger avec des soldats vétérans dans un hôpital. Ces soldats m'ont raconté comment ils ont été blessés. L'un, c'est son véhicule qui a été touché par un tir ennemi. Il a perdu une jambe, son avant-bras, et aujourd'hui, il a quand même 3 enfants, il a la quarantaine, et il doit se reconstruire autant physiquement que psychologiquement. Un jeune de 26 ans, à qui, là aussi, on essaye de sauver sa jambe. Il a déjà eu 28 opérations. 28 opérations pour essayer de sauver sa jambe pour ne pas l'amputer. J'ai pu échanger avec l'équipe médicale, les volontaires qui les soutiennent. Donc, je puis vous dire que ils sont remarquables de force, ils sont remarquables de résilience, et c'est incroyable. J'ai aussi vu une équipe donc de médecins qui s'occupent d'enfants handicapés dans un hôpital. C'est un hôpital qui est malgré tout bien servi en termes d'équipement, mais qui aurait peut-être besoin d'autre chose.
Cependant, voilà, j'ai amené des jouets, j'ai amené de quoi aider l'équipe et elles ont été heureuses de voir que ces peluches que j'ai amenées et qui m'ont été données par Aide pour Ukraine qui est à Bayonne, elles ont été touchées de voir que voilà, on puisse venir de France en Ukraine pour apporter quelques jouets à des enfants et que l'on s'intéresse à des enfants hospitalisés donc dans cet hôpital ukrainien pour enfants handicapés. Et ces enfants viennent de partout en Ukraine. J'ai discuté avec des civils qui, pour beaucoup, avec qui j'ai discuté, n'étaient pas des natifs ou des gens qui habitaient habituellement à Khmelnytsky ou à Lviv. Ce sont de ce qu'on appelle des réfugiés de l'intérieur qui ont tout perdu. J'ai eu le témoignage d'une personne de Kharkiv, de 2 personnes de Zaporizhzhia et d'autres témoignages. Les 2 que j'ai pu rencontrer en même temps étaient à Lviv. Elles étaient réfugiées de l'intérieur, mais aussi avait l'une son fils qui était à l'hôpital. Elle m'a montré des images de ces opérations. L'autre était également là parce que son mari est blessé. La quarantaine, toujours. Et j'ai pris le temps de les écouter. Ces personnes attendent bien évidemment la fin de la guerre, mais elles ont eu tout le temps le même discours. On ne se bat pas pour rien, nos hommes ne tombent pas pour rien. Il est hors de question que l'on cède quoi que ce soit, une fois de plus, à la Russie. J'ai également pu participer donc à la création d'un filet de camouflage toute une journée, pendant 8 heures, dans une cave, dans une lumière très relative. Un travail éprouvant, fatigant. Vous êtes debout toute la journée, assis quand il s'agit de faire le bas. Mais c'est un travail qui demande énormément d'engagement physique, car il faut être précis et rapide. Plus vite un filet est créé, plus vite il est sur le front. J'ai admiré ces femmes qui venaient pour fabriquer ces filets. J'en ai rencontré aussi à Lviv. Ces femmes qui n'attendent qu'une chose, la fin de la guerre, pour retrouver leur mari, leur enfant. Tout ça, c'est incroyable. Et ça n'a pas été du voyeurisme, parce que j'ai vraiment discuté avec elles, j'ai vraiment voulu sentir ce qu'elles ressentent. Et je puis vous dire que ouais, j'ai été touchée par ces femmes qui ne se plaignent pas, qui avancent et qui savent que de toute manière l'effort de guerre est important par les civils. Alors ces civils qui sont touchés. J'ai pu voir les destructions des Russes, notamment des tirs balistiques sur des complexes résidentiels civils. Une grande barre d'habitation. Il y avait plus de 1000 habitants dans cette habitation. Il y avait également des maisons individuelles. Les maisons individuelles, elles ont été complètement soufflées, complètement détruites. J'ai pu voir des garages d'entreprises privées et autres complètement détruits avec des obus qui ont fait des cratères dignes de la guerre de 14-18, ayant vécu dans l'est de la France. Je puis vous dire que j'ai vu les restes dans les éparges de la balistique et des obus. Et là, voilà, j'ai vu des cratères d'obus où de nombreux garages ont été détruits. C'était des garages civils. Les gens faisaient rien de mal. Heureusement, c'était la nuit. Malheureusement, il y a quand même eu un mort.
J'ai vu une usine de confection de couverts jetables complètement détruite, là aussi la nuit. Et là aussi, c'était une infrastructure civile. J'ai connu deux alertes, une à Lviv et une à Khmelnytsky. Ces alertes, ben, les gens, non pas qu'elles n'y fassent pas attention, les personnes, mais c'est rentré dans le mode de vie. Autour de moi, à Lviv, quand il y a eu cette alerte, les gens autour de moi continuaient à vivre, comme si de rien n'était. J'ai suivi le rythme de la population. Je vous avoue que j'étais pas inquiète. D'autre part, à Khmelnytsky, j'étais avec un ami, nous étions avec des amis à lui, dans une cité avec des barres monumentales d'immeubles, et tout a continué. Nous avons continué notre conversation et échangé ensemble. Ce peuple ukrainien est un peuple incroyable. Il mérite beaucoup plus que notre soutien. Il mérite notre admiration et notre engagement. J'ai eu la chance de pouvoir également échanger avec une personne et écoutez, voilà, ce que j'ai pu glaner comme information. Nous avons parlé économie, nous avons parlé vie quotidienne. Le SMIC, c'est 250 € par mois. Une pension d'une personne à la retraite, c'est entre 90 et 100 € par mois. Pour nous, Européens, aller en Ukraine, c'est très simple, parce que les prix sont extrêmement peu chers. Pour eux, c'est très cher. Et cette personne m'expliquait comment fonctionnait la couverture sociale, comment c'est difficile de trouver un emploi, comment cette guerre a complètement déstabilisé le pays. Et pourtant, le pays continue à vivre et à avancer. J'ai également pu me retrouver confrontée à deux coupures d'électricité. Une dans un hôtel à Khmelnytsky, en pleine nuit, en pleine canicule. Il faisait plus de 37 degrés dans ma chambre. Et j'ai donc vécu ce quotidien de la chaleur qui est difficilement soutenable parce qu'il fait 37 dans la chambre, on ne peut pas dormir et tout est noir autour de vous. J'ai vécu aussi un orage à Khmelnytsky, un orage violent. Et là, je me suis dit, il y avait des éclairs, il y avait un bruit très très sourd de cet orage, parce qu'en pleine ville, l'orage est décuplé. Et là, on se dit, mais comment les gens peuvent être sereins, sachant qu'il y a un orage très violent, et que pour entendre l'arrivée d'un Shahed ou d'une bombe balistique, oui, on l'entend, mais n'est-ce pas trop tard? J'ai aussi connu une coupure d'électricité au sein d'une station-service en attendant mon Blablacar de Khmelnytsky à Lviv. Et là, il y avait des familles, il y avait de nombreuses personnes. C'est un coin où les gens se retrouvent pour justement faire aussi du covoiturage. En attendant que, bien évidemment, l'électricité revienne, nous étions tous prisonniers dans cette station-service. Nous savons que les Russes aujourd'hui tapent les stations-service. Quels dégâts ils peuvent faire lorsqu'ils sont sur des stations-service qui servent de rassemblement. J'imaginais la chose. Il y avait à côté de moi une famille avec des bébés, des gens ordinaires, des soldats. Et je me disais, effectivement, c'est une cible facile pour démoraliser les Ukrainiens. Et ces familles vivaient normalement, comme si de rien n'était. Lorsque je suis rentrée avec mon Blablacar de Khmelnytsky à Lviv, j'ai pu échanger avec mon conducteur et nous avons traversé notamment la campagne ukrainienne. La Bosse et la Brie en France, c'est vraiment du pipeau. J'ai été abasourdie par l'amplitude de ces champs, l'amplitude
de ces cultures. Donc il y avait de la pomme de terre, il y avait du tournesol, il y avait du blé, il y avait des moissons qui avaient déjà été faites. Et ce qui est impressionnant, c'est que vous passez de grandes villes comme par exemple Ternopil, où il y a 1 million d'habitants, où on continue à construire et de nouvelles habitations. Ce qui est incroyable, c'est ça, c'est on construit, on reconstruit en Ukraine, on n'attend pas la fin de la guerre et vous tombez de suite dans la campagne. Cette campagne ukrainienne m'a rappelé beaucoup nos campagnes en France et franchement, les paysages sont magnifiques. Ce pays est beau, ce pays est magnifique, les gens sont formidables. J'ai été gâtée de cadeaux, j'ai eu plein de je vais y arriver, de drapeaux d'unité militaire, j'ai eu des fleurs, j'ai eu voilà, on m'a offert un repas dans une famille magnifique, alors que je sais très bien que pour les Ukrainiens tout ça c'est dur. Je reviens d'Ukraine avec une foi chevillée au corps qu'il faut continuer donc à soutenir l'Ukraine, à aider l'Ukraine. J'ai l'intention d'y retourner, bien évidemment, parce que j'ai rencontré un peuple dont je me doutais bien que j'allais rencontrer de la joie, alors que ce pays est en guerre. Et paradoxalement, je me suis sentie plus en sécurité en Ukraine qu'en France. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, il règne un climat de sécurité où il n'y a pas de combat, bien évidemment, en Ukraine, dans ces villes, ou ces villes qui sont peu ou pas du tout bombardées, quoique, voilà. Les villes sont propres, pas de papier par terre, pas de cigarettes par terre. Les gens sont respectueux, sont là pour vous aider. J'en veux pour exemple un militaire qui m'a aidé, qui a compris que je cherchais un taxi et que j'avais pas l'application qu'il fallait. Il a pris un quart d'heure de son temps pour m'aider. Et le côté moins sympa, c'est les cérémonies d'adieu aux soldats. Tout le monde est soit à genoux, soit debout, la main sur le cœur. J'ai vécu cela à Lviv. J'ai vécu ces enterrements, ça vous déchire le cœur parce que ce sont très souvent des personnes jeunes et c'est tout un peuple qui se bat. Je vous avoue que j'ai aussi eu comme témoignage d'un militaire qui m'a dit que dans son unité, il y avait une personne qui a perdu la vue d'un œil et pourtant qui continue à combattre. D'autres qui continuent à combattre avec des prothèses aux jambes ou au bras. Et sa force, le respect, ce sont des personnes honorables et que j'oublierai pas sur le témoignage qui m'a été fait. Je ressors très bouleversée, mais positivement. Et je vous assure que ouais, je vais avoir beaucoup de mal à entendre les, excusez-moi du terme, conneries et saloperies des poutinolâtres et des russophiles en France. Je les invite à aller voir ce qu'est la guerre sur le terrain, à aller rencontrer un peuple qui souffre et pourtant qui continue à vivre. Je les invite à aller en Ukraine pour se rendre compte de quoi il s'agit. Et que l'on le veuille ou non, les Ukrainiens protègent l'Europe. Car ils connaissent très bien leur agresseur et ils savent très bien qu'il ne s'arrêtera pas, à l'Ukraine. Nous avons déjà un peu des prémices. Aujourd'hui encore, vous voyez, il y a eu un drone qui a été intercepté par l'OTAN en Lettonie. Je ne sais pas où tout cela nous mènera. Cependant, je sais une chose, c'est que j'aime l'Ukraine, j'aime les Ukrainiens, j'aime le peuple ukrainien. Et j'espère qu'une chose, c'est qu'en France, on sera capable de voter correctement.
de ne pas avoir ni l'une extrême à droite ni l'une extrême à gauche pour pouvoir continuer à aider l'Ukraine. Je vous avoue que ça m'inquiète pour la France, mais aussi pour l'Ukraine. Ne sombrons pas dans les ténèbres, allons plutôt vers la lumière. Malheureusement, je ne sais pas quelles sont les lumières politiques pour lesquelles on peut encore voter en France. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai vu un peuple qui soutient ses soldats. J'ai vu un peuple qui continue de vivre, un peuple aimant, qui sait accueillir. Et j'ai été accueillie au centuple de ce que j'ai pu apporter. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un excellent week-end. Et Slava Ukraini, Heroyam, Slava, Slava, Nazi, Smert, Zvor, Ukraini, Ponaduse.